Salut les terriens. Ce soir en P1, nous accueillons Luc Ferry. Alors, Luc Ferry, bonsoir. Vous êtes un habitué de l'émission, donc avant de commencer, on va se répartir les rôles. On va faire comme d'habitude. Vous dites des trucs intelligents, et moi je dis des grosses conneries, d'accord? Alors, on y va. Luc Ferry, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un événement exceptionnel, la sortie de la ligne Luc Ferry pour hommes. Une ligne de shampoing et autres soins capillaires pour les hommes de droite qui font attention à leurs cheveux. Je ne me teins pas les cheveux, je tiens à le dire, parce que chaque fois on me fait ce procès stupide. Ouais. On dit « Ah, il se teint les cheveux ». Non, pas du tout. Alors en P2, nous accueillerons Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole de François Hollande en 2012, après avoir été celle de Ségolène Royal en 2007. C'est le principe de la garde alternée. Toujours en P2, nous accueillerons Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, qu'on peut voir tous les dimanches sur le canapé de Michel Drucker. Mathieu Madénian, l'un des rares trucs drôles à France 2, avec la coiffure de Pujadas. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Candice Cohen-Hanine, qui revit l'histoire de Jamais sans ma fille. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Luc Ferry, bonsoir, vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, membre du Comité national d'éthique et président du Conseil d'analyse de la société. Juste pour savoir, vous avez analysé quoi cette semaine-là? On a fait un excellent rapport sur l'homoparentalité. Et alors, vous avez dit quoi à la sortie? Moi, je suis violemment pour. L'idée que des homosexuels ne puissent pas élever bien des enfants, ne puissent pas les aimer, est une idée qui me paraît à la fois absurde et indigne. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis aussi favorable au mariage des homosexuels. Allons-y, alors. Mais dans un rapport de Matignon, c'est pas forcément anodin. Alors, vous faites beaucoup de choses, mais vous avez déclaré, en dehors de ma vie privée, l'écriture est la seule chose qui m'intéresse vraiment. Oui, c'est vrai, oui. Alors, en janvier, votre livre « La Révolution de l'amour » est sorti en poche, chez J'ai lu. Oui. La Révolution de l'amour. C'est pas une chanson de Jennifer, ça? Je m'en suis pas aperçu, en tout cas, mais non, ça raconte le fait que, comment dire, l'amour est devenu, et c'est vraiment une nouveauté, le seul principe qui donne du sens à nos vies. Vous avez adopté un chaton, quoi? Mais en plus, j'ai un adorable petit chat qui s'appelle Protéine, ce que vous voulez tout savoir. C'est Ducamp qui vous l'a donné. Non, mais il mange que ça. Alors, vos livres se vendent très bien dans 40 pays. D'après Marianne, vous êtes le 3e intellectuel français en termes de notoriété, derrière BHL et Elisabeth Badinter. Et vous êtes aussi 3e en termes d'influence, derrière Elisabeth Badinter et Jacques Attali. Oui. C'est bien, hein? Bah, c'est bien pour eux. Pas étonnant qu'il y ait désormais une école Luc Ferry, une école de coiffure. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de cheveux qu'il faut en vouloir aux autres. Alors, ceci étant, on va bientôt inaugurer une poissonnerie Nadine Morano. Alors, oui. Non, ça c'est méchant. Nadine Morano, c'est un peu Madame Sans-Gêne. C'est quelqu'un. Oui. On adorait Madame Sans-Gêne, donc il y a des qualités aussi derrière. Oui, au théâtre. Bah, c'est un théâtre, tout ça. Alors, dans une tribune du Figaro, il y a une dizaine de jours, vous avez donné votre avis sur la polémique déclenchée par Claude Guéant sur les civilisations. Toutes les civilisations se valent-elles? Évidemment non, dites-vous. Oui, ça me paraît une évidence. Alors, deux choses. D'abord, il ne faut jamais prendre parti dans un débat comme celui-là pendant les campagnes électorales, parce qu'on est coincé entre la droite camembert et la gauche caviar. Oui. C'est-à-dire que la droite camembert veut ratisser le Front National, et la gauche moralisatrice vous traite de nazi dès qu'il y a une oreille qui dépasse par rapport au politiquement correct. Mais sur le fond, je pense en effet que l'Europe a développé une culture de l'autonomie, pas simplement un régime démocratique. Par exemple, cette invention du mariage choisi, qui est vraiment une invention typiquement européenne. Et de ce point de vue-là, oui, je trouve que la civilisation européenne, je ne parle pas des régimes politiques, elle est, en tout cas de ce point de vue humain, à mes yeux, supérieure à toutes les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des grandes civilisations par ailleurs. Civilisation arabo-musulmane, civilisation chinoise ou indienne ou d'autres. Quand même, la civilisation occidentale, c'est quand même le nazisme, le stalinisme, l'esclavagisme, le colonialisme. C'est pas très civilisé, tout ça, quand même. Mais
ça n'est pas que ça, c'est aussi l'abolition de l'esclavage, c'est aussi les droits de l'homme. La civilisation européenne a quand même mis des juifs dans des camps de concentration pour les brûler. Donc ça ne m'a pas échappé. Le jour où vous m'entendrez dire que c'est bien, le bien de fusiller sur place. La civilisation européenne, elle est aussi l'abolition de l'esclavage, la critique de la colonisation, la critique du totalitarisme. Et au fond, on est passé de la colonisation à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ouais. Et dans mon petit texte que vous citiez du Figaro, je dis toutes les civilisations ne se valent pas et tout ne se vaut pas dans une même civilisation. Si toutes les civilisations ne se valent pas, est-ce que vous pouvez faire un hit-parade des civilisations? Entre les Arabes et les Aztèques, qui est en premier pour vous, par exemple? Écoutez, elle nous a laissé des choses, cette civilisation arabo-musulmane, qui ont atteint l'universel. Par exemple, l'algèbre. Mais on dit toujours ça. Quand on parle des Arabes, on dit toujours l'algèbre. Et Jamel Debbouze. Non, c'est pas... Oh. Non, mais... Attendez, vous avez dit que je dirais des choses intelligentes et vous des bêtises, vous n'êtes pas obligé d'illustrer tout de suite. Là. Non, une civilisation est grande, elle est vraiment grande, quand elle lègue à l'humanité entière des trésors. Et c'est évidemment le cas de la civilisation arabo-musulmane. Mais elle est quand même un peu derrière la civilisation européenne. Non, en termes d'autonomie, oui, évidemment. En termes d'autonomie, la civilisation européenne est la seule civilisation qui a traité tous les citoyens en adultes. Quand vous avez cette merveilleuse révolution des Lumières, eh bien, tous les grands esprits des Lumières disent, voilà, nous voulons inventer une civilisation dans laquelle les humains sortiront de la minorité. Eh bien, je prétends que dans les théocraties, quelle que soit la grandeur des civilisations théocratiques, les humains sont traités comme des enfants. Et au fond, ce qu'invente l'Europe, toutes sortes de saloperies que vous avez évoquées, je ne les nie évidemment pas, mais ce qu'elle invente, c'est un monde dans lequel on va essayer de traiter tous les humains comme des adultes. Et ça c'est génial. Voilà, c'est tout. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes assez proche de votre aïeul, Jules Ferry, qui a déclaré « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Alors, dans la Révolution de l'amour, je fais une critique radicale de ce républicanisme première manière, et je pense que le racisme et la colonisation ne sont pas un accident de parcours anecdotique dans l'idée républicaine. L'idée, c'était d'apporter nos valeurs à ces gens-là. C'était ça l'idée de Ferry. C'est l'idée que ce qui faisait le propre de l'être humain, c'était la logique de l'innovation, c'était le fait d'entrer dans l'histoire. Quand Henri Guénaud a dit « l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire », il reproduisait un cliché qui était le cliché standard du républicanisme. Et au fond, ces républicains, Jules Ferry étant le modèle, puisque Jules Ferry, c'est à la fois le grand théoricien de la colonisation et en même temps le plus grand théoricien de l'éducation républicaine. Ouais. C'est pas pour rien que c'est les deux. Parce qu'au fond, ils se disaient, ces gens au 19e siècle, en regardant les sociétés qu'on appelle des sociétés traditionnelles, qu'on appelait des sociétés primitives à l'époque, ils se disaient, mais au fond, ils sont pas rentrés dans l'histoire. Donc, ils sont un peu comme les fourmilières, comme les ruches, et du coup, on va les faire rentrer dans l'histoire de l'extérieur. D'où le fait que colonisation et éducation marchaient ensemble. Et je vous rappelle qu'évidemment, à l'époque, c'était une idée de gauche. Oui, je sais bien. C'était pas du tout une idée de droite. Alors, Clémenceau avait répondu à Jules Ferry « N'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation ». Eh bien, il avait entièrement raison. Et je pense qu'au fond, cet idéal de colonisation, d'éducation, nos ancêtres les Gaulois, était un masque de l'atrocité. Il y a un texte de Tocqueville, par exemple, qui s'appelle « Comment il convient de faire la guerre aux Arabes ». Et alors, Tocqueville explique comment il faut brûler les récoltes au bon moment pour semer la famine, comment il faut séparer les femmes et les enfants, comment il faut faire comme le général Bugeaud, les enfumer dans les grottes, et quand ils sortent, on les tire comme des lapins. Tout ça, aujourd'hui, vaudrait à Tocqueville, qui était par ailleurs un grand homme et un grand républicain, vaudrait à Tocqueville l'accusation de crime contre l'humanité. Bon, bien sûr que tout ça a changé, tout ça fait partie de la civilisation européenne, mais encore une fois, la civilisation européenne, c'est aussi l'abolition de l'esclavage. Il y a aujourd'hui de l'esclavage dans le monde, mais pas en Europe. En fait, on fait fabriquer nos produits par des petits esclaves chinois. Bon, allez, j'abandonne. Voilà. Vous êtes d'accord sur l'histoire des civilisations avec Guéant, vous êtes également d'accord avec Hollande sur l'éducation. Vous avez déclaré « Le meilleur discours sur l'éducation nationale que j'ai entendu depuis 10 ans. J'ai passé 5 ans à essayer de convaincre Nicolas Sarkozy de faire ce genre de choses. » Voilà. Donc oui, je trouve que vous êtes quand même assez éclectique dans vos goûts. Mais écoutez, moi, 1, je suis à la retraite, 2, je ne demande rien à personne, je ne cherche pas de poste, donc je dis exactement ce que je pense. Et ça, c'est une très très grande chance, parce que c'était mon rêve dans l'existence de vivre de mes livres, et donc de mes droits d'auteur, et donc de ne pas avoir besoin d'être... Voilà. Et donc, oui, je trouve que les propositions que Hollande a faites sur l'éducation sont bonnes, et notamment l'idée qu'il faut mettre le paquet sur les petites classes du cours préparatoire. Je ne cesse de le dire, depuis 10 ans, 80% des enfants
enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Ouais. Il faut mettre le paquet là. Et puis, il y a des bonnes choses sur la voie professionnelle, et ça m'intéresse beaucoup. En fait, vous êtes favorable à un gouvernement d'union nationale. Oui. Alors, vous dites Juppé à Bercy, Védrine au Quai d'Orsay, Filippetti aux affaires sociales, Longuet à l'intérieur et Cahuzac au budget. Ouais. Voilà. Ça me va très bien, ça. Ouais. Dans cette période de crise terrible que nous traversons, je suis pour une convergence des bonnes volontés et des grands talents. Droite et gauche ne m'intéressent pas. Ce Comme clivage ne Bayrou, en m'intéresse fait, pas. un peu. Non, c'est pas la même chose. J'aime beaucoup Bayrou, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est aussi le parrain d'une de mes filles. Ah oui. J'ai beaucoup d'affection. Bah oui, mais c'est un vieil ami. Mais c'est pas la même idée. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réconcilie les contraires. C'est pas au fond un plaidoyer pour le centre. Ouais. C'est vraiment ce qu'a fait l'Allemagne en 2007 quand le SPD et la CDU Ouais. ont gouverné ensemble. Ça, je trouve, c'est ce qu'il nous faut dans la crise. Pardon de le dire, mais c'est exactement ce que je pense. Vous dites, en parlant de Bayrou, on vote pas pour l'arbitre. Non, c'est Jamel Debbouze qui a dit ça. Vous citez du Jamel Debbouze. Mais dans le texte. Jamel. Et en plus, il est quand même marié avec une des femmes les plus ravissantes qui existent. Ça ne Donc vous a pas échappé, hein, Ferré. Non, à vous non plus. Hein. En parlant de Sarko, vous dites son bilan reste extraordinairement mince. Comparé aux attentes qu'il avait, voilà. Oui. Je ne cesse de rencontrer des déçus du Sarkozy. Voilà. Et donc moi, je le dis simplement pour qu'ils l'entendent, parce que souvent, il faut passer par la presse pour qu'ils entendent les choses. Bien sûr. Vous avez vu l'affiche, là? C'est joli, la mer, derrière, non? Ça a été pris sur le yacht de Bolloré, en fait. Ah. Et que Non, vous c'est êtes vrai, c'est méchant. Dites-moi, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé du ministre qui partousait avec des gamins à Marrakech. Non, c'est gentil à vous. Ouais. C'est gentil. Je vous remercie. Si on peut me lâcher les baskets avec cette histoire, j'en serais ravi. Surtout que je rappelle, je n'ai fait que citer un article du Figaro Magazine, et c'était le sujet de l'émission. Donc je ne sais pas pourquoi. Tout le monde s'en est pris à vous. Oui. C'est qui, le mec? Nobody knows. Nous sommes toujours en compagnie de Luc Ferry. Et nous accueillons Najat Vallaud-Belkacem et Mathieu Madénian. Bonsoir. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes donc porte-parole de François Hollande pour la campagne présidentielle. Donc vous le voyez vraiment président de la République, je veux dire, Assurément. pour de vrai, sans déconner. Ah oui, sans aucun doute. Ah ouais. Alors en 2007, vous disiez avoir été impressionné par le charisme de folie de Ségolène Royal. Est-ce qu'en 2012, vous diriez être impressionné par le charisme de folie de François Hollande? C'est des personnalités assez différentes l'une de l'autre, Ouais. c'est vrai. Aujourd'hui, les Français ont besoin, je crois, d'avoir un président de la République qui les rassure. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de qualités chez François Hollande qui en font, à mon avis, le candidat idéal pour cette élection présidentielle. Il n'est pas rapide, il évite mal la farine. C'est juste ça. Mais vous avez vu la sérénité avec laquelle il a réagi quand même. Alors je voulais savoir un truc, parce qu'il a pris la farine, mais la façon dont il a réagi, il croyait que c'était prévu, parce que c'est pas possible, il est parti, il était là. Il a du self-control et il s'est concentré sur Et l'essentiel. Sarkozy, il aurait cassé la gueule. C'est vrai, oui. C'est la différence. Alors vous dites, Najat, il faut qu'on fasse monter l'envie. Vous savez, quand c'est vous qui le dites, c'est sûr, ça monte beaucoup plus vite. Hein. Non mais, elle est en train de monter l'envie là. Hein. Non, je parlais pas de moi là, je parlais. Qu'on se comprenne bien. Ça veut dire qu'on a un vrai travail de conviction à faire auprès des Français qu'il faut aller chercher quasiment les uns après les autres. Il ne suffit pas d'accéder au pouvoir, il faut y accéder avec de l'enthousiasme des Français parce que nous sommes audacieux dans ce que nous proposons, voilà, tout simplement. Soyons audacieux. Alors, il y a 5 ans, vous rouliez pour Ségolène, aujourd'hui pour Hollande, malgré tout le mal qu'elle vous a dit de lui, quoi, finalement, quand même. Bon, cette idée de Ségolène Hollande va faire toute l'émission, si j'ai bien compris. Non, vous avez déclaré simplement « J'ai été surprise qu'il pense à moi pour ce poste, car je reste très proche de Ségolène Royal ». C'est vrai que vous êtes quelqu'un de fidèle, Najat. Oui, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était pas une évidence que le candidat désigné à la primaire aille chercher chez ses adversaires de la primaire... des membres, voilà, c'est une preuve d'œcuménisme. Et de capacité à rassembler les énergies qui me semble de bonne aloi pour ce à quoi il prétend, à savoir présider la France. Vous n'avez pas des fois l'impression d'être un enfant de divorcé qui va s'installer chez son père, non? La dernière. Hein. En 2017, vous soutiendrez leur fils? Bon, on arrête. Bon alors, le slogan de Hollande, c'est « Le changement, c'est maintenant ».
Il paraît que c'est exactement la phrase que Ségolène a dit quand ils se sont séparés. Non, j'arrête. Non, il aurait mieux fait de choisir le changement, c'est pour bientôt, ça lui aurait laissé un peu de temps quand même. Non, moi, je trouve qu'il a du souffle, il a de l'élan, ce slogan. Ouais. Il y a même un signe de ralliement. Le changement, c'est maintenant. Ah là, là, c'est terrible, ça fait un peu les mecs. Non, virez ça. Un peu les mecs qui arrivent. En son muet, ça veut dire whisky coca. Ça. Non. Eh, il y avait ça avant. Ça veut dire avec des glaçons. Ah, ça veut dire... C'était la lutte finale, ça. Ah oui. Eh oui. Alors, Nadjat, si François Hollande gagne les élections, on parle de vous au ministère du Logement et de la politique de la ville. C'est bien. Politique fiction. Non, mais c'est vachement bien, c'est une belle réussite quand même, non, sérieux. Politique fiction. Je sais pas... Non, mais je veux dire, on a des choses importantes à faire, là, d'ici les 3 mois qui viennent. Gagner ma circonscription pour ce qui me concerne. Et oui. Voilà un sujet important À qui Lyon, me tient à vous cœur. êtes contre Nora Berra, c'est ça? Peut-être, oui. Nora Berra, c'est la comique, celle qui a dit que les SDF Ouais. devaient rester chez eux. Bah oui. La même, ouais. La même. Non, Elle mais est quand morte. même, sérieusement, vous êtes né au Maroc, dans un milieu rural, vous avez grandi à Amiens, vous êtes né à Beni Chiker, dans le Rif marocain. Je veux dire, quand même, c'est extraordinaire, non? Faire de la politique n'avait rien d'une évidence pour moi, mais comme pour beaucoup de gens, d'une certaine façon, quel que soit leur parcours. Et Ouais. au fond, moi, ce que je me suis fixé comme défi, c'est d'expliquer aux Français, d'expliquer aux gens que c'est important qu'on en fasse tous de la politique Ouais. et qu'on soit nombreux à le faire, et en particulier les plus jeunes. Vous n'êtes pas nostalgique du Maroc? Quand vous fumez du shit, par exemple, vous y pensez? Oh. Non, parce que le Rif, c'est... Non, mais là où elle est née, Nadjat, c'est une grande région productrice. Non, mais il faut le dire, quand même, non? Et il en connaît un rayon. Hein. Ah oui, ça, c'est vrai. c'est ça. Visiblement plus que moi. Oui, j'aime le pays dans lequel je suis J'ai née. cru qu'elle allait dire, J'aime le shit de mon pays. Ah, ça aurait été un mot. Un scoop. Non, j'aime le pays dans lequel je suis née. J'y Ouais. suis restée très attachée, bien sûr. Ouais. Vous allez être très attaqué, là, parce que quand même, vous Ah prenez bon de l'importance au Parti Socialiste, vous êtes Ah oui, attaqué. c'est dur la politique. Hein. Ouais. Il y a déjà des gens qui disent que vous êtes bretonne et tout ça, c'est du maquillage et du marketing. Vous le savez, quand même. Et c'est peut-être vrai. Qu'est-ce Ah que ouais. vous en savez? Question très sérieuse. Vous préféreriez être député ou ministre? Député. Député. Ah non, ouais. mais clairement, Ah parce ouais. que justement, avec le parcours qui est le mien, Ouais. j'ai conscience de la nécessité pour moi de me légitimer par l'onction du suffrage D'accord. universel. Ouais, c'est ce qui manque à Luc Ferry. Hein. Vous n'avez jamais été élu, vous? Non, mais je l'admire. Le métier de porte-parole est tellement difficile parce Ouais. qu'on ne voit pas la collection de surmoi qui pèse au-dessus d'elle. Ils ne sont Ouais. pas visibles, mais évidemment, Elle est parce très qu'on a bonne. tellement peur. Non, mais vous Et êtes moi, j'ai excellente. connu ça un peu comme ministre. Vous n'êtes pas porte-parole, mais quand on est ministre, on est forcément solidaire de Eh l'ensemble ouais, du gouvernement. ouais. Et donc, quand vous pensez en fait que le voisin a fait une énorme connerie, vous êtes obligé de dire non, c'est quand même Ouais. très très bien Ouais. ce qu'il a fait. Ça, c'est atroce, mais Ouais. vous en tirez très bien. Très bien, bravo. Alors, Mathieu Madénian, rebonsoir. N'exagérez pas quand même. Alors, Mathieu, vous êtes actuellement sur scène au Théâtre Trévise pour votre one-man show, et puis tous les dimanches sur le canapé rouge de Michel Drucker. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs de voir des jeunes dans le public. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais ça me change de. J'aime bien Drucker, mais quand t'arrives, les gens me jettent des gaines de maintien, donc c'est assez. Ça me change. Non, mais c'est En vrai. même temps, vous passez du temps avec des personnes âgées. Mais c'est bien. Il y a une maison de retraite dans le Cantal qui porte mon nom. Pour te dire, le truc, c'est l'hommage. Alors, vous êtes aussi sur l'antenne d'Europe 1, toujours avec Drucker, Ouais. dans Faites entrer l'invité. Ça se passe super bien. Ah ouais. Ça vous fout pas un peu la trouille On a l'impression qu'il vieillit pas à la même vitesse que nous, Drucker. Ben, le premier invité de Drucker, c'était Clovis. Et non, mais c'est vrai qu'il il suit jamais. Et en plus, Incroyable. il prend pas de vacances, il est chiant. Ah ouais. Vraiment, Enfin, c'est quand il relou. est en vacances, il programme ses émissions de la rentrée. Exact, en fait. oui, il arrête jamais. Non, mais Alors, c'est bien ça. Depuis que vous êtes avec Drucker, vous avez pris l'habitude de remercier tout le monde tout le temps, et même votre copine, après l'amour, elle est surprise, non? Oui, c'est vrai, mais c'est tellement rapide qu'elle s'en. Bref, j'ai pas le temps de dire, mais elle dort. Alors, Drucker a dit sur Europe 1, je me lâche. Alors ça donne quoi, Drucker, qui se lâche alors? Mais Ouais. c'est un mec qui est très drôle. Oui, il est très drôle, en fait. Et, Ouais. à la radio, il est marrant. Et puis même moi, il m'est faire. J'ai aucune censure avec Drucker, Ouais. vraiment. Ouais. J'ai aucune vanne qui a été censurée. Il y en a eu une voix rapide. C'était laquelle? C'était sur Brigitte Bardot, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle aime pas trop les Arabes, et par contre, elle défend les cochons en Provence. Alors s'il y a bien des gens qui vont pas faire chier les cochons, c'est bien les Arabes, tu vois, voilà. Et donc, bon, Et ça a été censuré. pas censuré, mais on s'était dit, bon, allez, mais sinon, je suis libre, c'est génial. Ouais. Alors, l'émission d'Europe est présentée comme un rendez-vous d'impertinence ou d'autodérision. C'est vrai que Drucker, il ne sait pas ce que c'était l'autodérision. Il croyait que c'était quand on se moquait des automobilistes, c'est vrai?
Non, il est cool. Bon, alors Mathieu, on ne sait pas grand-chose de vous. Vous êtes d'origine arménienne. C'est ça, exact. Vous avez voté pour Sarkozy, vous avez fait une loi pour les Arméniens. Bon, vous a ça, fâché je préfère avec la pas Turquie j'attends de savoir ce que Aznavour va nous dire de voter, parce que c'est notre dieu. Ah ouais, d'accord. Alors, pour vous situer un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous avez lancé une application sur iPhone. C'est l'application Éric Zemmour, qui permet de localiser l'arabe ou le noir le plus proche, afin de trouver de la drogue. Exactement. Voilà. C'était suite à ses propos, je crois que c'est sur ce plateau. C'était ici qu'il nous il a avait dit dit, ça, ouais. je trouvais ça marrant de faire ça, c'était rigolo. Vous avez traité les électeurs du Front National de fils de pute aussi. C'est un peu fort. Ouais, en fait, oui, c'était une blague. Vous avez eu des menaces de mort. Oui. Sur scène, il faut voir le spectacle. Ouais. C'est ma façon de parler, j'insulte tout le monde, Ouais. les gens en rigolent. Ouais. Je tape sur les juifs, les noirs, les arabes, les Le nains, Front les National, curés. ouais. Et là, le Front National, ils l'ont mal pris. Ils l'ont très Je suis mal en pris. procès, j'ai 300 personnes contre moi. Bon, ils sont pas arrivés à 500, c'est une habitude. Et... Bon, enfin, à votre place, j'éviterai de me balader près de la Seine le soir, quand même. Hein. Je crois que je vais faire ça. Hein Ouais. Faites attention, Mathieu. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses, Nadjat. Eh oui, on passe à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Jean-Daniel Lévy, directeur chez Harris Interactive, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Nicolas Sarkozy a toujours été de droite, mais en 2012, il sera encore plus à droite. Selon François Hollande, sa stratégie électorale est donc très claire. Il veut aller chercher des électeurs qui aujourd'hui se présenteraient plutôt pour aller vers Marine Le Pen. Pourtant, réclamer une France forte, gouvernée par le peuple et pour le peuple en agitant le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est pas forcément un truc d'extrême droite. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'article 2 de notre Constitution. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est le principe même de la République. Mais aujourd'hui, ce principe est-il toujours respecté ? Il y a une France qui ne croit plus en rien. Pour rendre le pouvoir au peuple, Nicolas Sarkozy promet donc d'organiser des référendums. Il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment, au fond, d'être dépossédés de leur pouvoir. Les élites, les syndicats, les partis politiques. Et je me suis dit qu'il y avait une idée centrale, c'est redonner la parole au peuple français. Bah oui, c'est génial le référendum. Comme ça, on est sûr que seules les mesures les plus populaires seront adoptées. En 2011, les 3 mesures les plus appréciées par les Français étaient, selon les sondages, la taxe sur les plus riches, l'augmentation du SMIC et l'interdiction de la burqa. Mais le gros avantage de l'interdiction de la burqa, c'est que c'est gratuit. En temps de crise, ça coûte moins cher de défendre les valeurs que de défendre l'emploi. Alors, au lieu de diviser les Français en ranimant la lutte des classes, le candidat Sarkozy préfère les appeler à communier autour des valeurs éternelles. Prions, mes frères. Pour défendre la famille, interdire le mariage gay. Pour défendre la vie, interdire l'euthanasie. Pour défendre le travail, traquer les profiteurs. Et pour défendre notre pays, empêcher les étrangers d'y entrer. En temps de crise, on préfère se tenir chaud en restant dans le troupeau et en désignant un mouton noir. Alors c'est vrai, c'est plutôt une mentalité de droite. Mais en Europe, la crise du capitalisme financier n'a pas franchement favorisé les partis de gauche. La droite est au pouvoir dans 22 pays sur 27. Alors, est-ce que vous croyez que la France sera le petit village qui résiste à la droitisation du continent ? Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Graf. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion et Corporate à l'Institut de sondage Harris Interactive. Bienvenue parmi nous. Voilà. Merci. Alors Sarkozy, donc maintenant, effectivement, après la stratégie du président européen adossé à Angela Merkel, il revient à la droite décomplexée qui veut siphonner les voix du FN. Il revient aux valeurs. C'est la droitisation. Voilà. Il approuve Guéant sur les civilisations. Il rappelle Emmanuel Mignon, Patrick Buisson. Alors, est-ce que c'est payant pour vous, d'après les sondages que vous avez? Et il a une difficulté aujourd'hui, objective, dans le cadre des sondages, c'est qu'il y a Marine Le Pen qui réalise un score, en tout cas dans les intentions de vote, qui est élevé, voire très élevé. Jamais dans l'histoire des sondages, on a mesuré le Front National à 3 mois d'une élection à un niveau qui est un niveau tel que celui que l'on voit aujourd'hui. Et puis, il y a également un courant centriste aujourd'hui qui existe et qui lui pose un problème, et dans le cas du premier tour, et surtout dans le cas du deuxième tour. Cette droitisation, vous pensez que c'est la bonne stratégie?
Non, je laisse de côté les questions morales, mais parce que siphonner les voix du Front National, c'est pas une mauvaise chose, évidemment, mais je trouve que c'est une erreur de lecture. En vérité, les thèmes agités par Marine Le Pen sont des thèmes qui, pour une partie d'entre eux, une grande partie, sont des thèmes de gauche. C'est beaucoup plus la France d'en bas contre les élites, ce sont des thèmes qui sont très proches de ceux de Mélenchon. Ouais. Et je pense que c'est une erreur de dire la société française va vers la droite, donc rassemblons-nous à droite. Mais s'il m'avait demandé les trois valeurs que j'aurais choisies, c'est fraternité. Je pense qu'il y a un vrai désir de fraternité qu'il faut repenser. Je crois que c'est une idée qui reste encore absolument géniale. J'aurais parlé d'équité plutôt que d'égalité et de lien entre les générations. Je pense que la question de la jeunesse est absolument cruciale aujourd'hui. Ouais. Et donc, je ne suis pas du tout convaincu par cette stratégie. Ce n'est pas ça qui va le tirer d'affaire. Najat ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les uns et les autres utilisent les mêmes mots pour dire des choses très différentes. Tout le monde se met à parler de République, tout le monde se met à parler de valeurs, d'accord, mais comment est-ce que les Français vont s'y retrouver? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la République de Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'il y a derrière les valeurs de Nicolas Sarkozy? Qu'il ait tenté de siphonner les voix de l'extrême droite en 2007, ça ne me paraît pas une mauvaise chose dans l'absolu. Le problème, et ce que je lui reproche, moi, à Nicolas Sarkozy, c'est que sous prétexte d'UMPiser le Front National, en réalité, ces dernières années, il a front nationalisé l'UMP. Ouais. Donc il faut arrêter avec cette logomachie républicaine et il faut que tout le monde utilise les vrais mots qui correspondent à son fond de pensée. Mais ce n'est pas son fond de pensée, c'est la pensée qu'il juge utile aujourd'hui. Parce qu'en oui, fait, tout cela est électoraliste, il dit, je suis pragmatique, évidemment. Alors quand on est pragmatique, on est opportuniste. Quand on est opportuniste, on est une girouette. C'est ce qu'il pense être le meilleur pour lui aujourd'hui. Oui, parce qu'il ne partage pas du tout ces idées-là. Il y avait un très bon article de mon ami Pascal Bruckner dans l'IB en 2007-2008 où il disait, en vérité, Sarkozy est un enfant de 68. Oui. Il a divorcé, tout à fait vrai. Il s'entend bien avec Danny Cohn-Bendit. Bon, et il ne pense pas du tout ça. C'est ça qui m'inquiète dans cette stratégie, parce que ce n'est pas ce qu'il pense vraiment, lui. Voilà. C'est encore pire. Ça veut dire que alors même qu'il ne partage pas ces idées-là, il les utilise, il les instrumentalise à des visées électoralistes. C'est du marketing. Oui, mais, mais attendez, tout cela fait du mal à la France. Non, je veux dire, excusez-moi, mais il y a quand même eu ces dernières années une banalisation de la parole d'exclusion. Est-ce que vous voyez au sommet de l'État se répercute ensuite dans la société française? Je vais vous dire, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, à certains égards, c'est l'UMP qui dit tout haut ce que le Front National pense tout bas. C'est quand même extraordinaire comme renversement des choses. C'était l'inverse. Voilà. Oui, mais pardon, mais c'est pas entièrement vrai. Par exemple, l'exclusion de quelqu'un comme Van Est, ça n'a pas traîné 10 secondes. L'exclusion de Van Est. Pardon, Luc Ferry, mais l'exclusion de Van Est, alors vous avez gardé Georges Frêche pendant des années, Guérini pendant des années. L'UMP a eu 100 fois l'occasion d'exclure Christian Van Est. D'accord. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il l'avait suspendu, l'UMP l'avait suspendu en 2007, vous vous souvenez, bien sûr, mais en oubliant de présenter contre lui un candidat UMP aux législatives, ce qui lui a permis d'être réélu député sans aucune difficulté. Bon, il l'en virait. Là, le fait que ce soit clair sur ce sujet-là est quand même un bon point pour la droite. Bon. Mais enfin, les campagnes électorales sont forcément très stratégiques, tactiques. Bon, c'est quand même des discours, les slogans sont quand même débiles. Non, à gauche aussi. Bon. Moins à gauche. Attends, vous êtes porte-parole. Moi, j'ai la chance de ne pas être porte-parole. Est-ce qu'ils sont pas chez elle? C'est formidable. Mathieu a bien compris le sens du... Ça veut dire aussi, ça suffit. Bon alors, par exemple, ça suffit. Elle fait un métier beaucoup plus difficile que le nôtre ce soir. C'est sûr. Jean-Daniel Lévy, mettre au cœur de la campagne des sujets comme les indemnités des chômeurs, les droits des immigrés, le mariage homosexuel. Est-ce que ce sont des sujets porteurs auprès des Français, ça? C'est porteur parfois un temps. Et on a pu voir que des débats qui ont été lancés par Nicolas Sarkozy pouvaient, sous le coup de l'émotion, susciter une vraie adhésion de la part des Français, et puis après, évoluer au fur et à mesure que les Français pouvaient être amenés à juger de manière un peu différente le débat. On peut prendre par exemple le discours de Grenoble. Nicolas Sarkozy dit qu'il faut renvoyer les Roms qui occupent de manière illégale notre pays. Lorsqu'on interroge les Français, à ce moment-là, ils disent oui, nous sommes d'accord avec Nicolas Sarkozy, il a raison, il faut procéder de la sorte. Et puis, au cours du mois d'août qui a suivi, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont intervenus justement dans le débat. Ça a été peuple de gauche, un certain nombre de responsables politiques, des églises, 3 anciens premiers ministres de droite. Et à la fin de la séquence de l'été, lorsqu'on interroge et qu'on pose la même question aux Français, ils disent non, on est plus favorable au renvoi des Roms dans leur pays. Et ça a même amené, à la suite, lorsqu'il y a eu un remaniement qui s'est organisé, à la fin d'un ministère qui portait le nom du ministère de l'identité nationale et qui a été supprimé en tant que tel. En tout cas, a disparu. Enfin, sur la durée, c'est un flop. Mais c'est une évolution qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous interrogez les Français à froid
sur le chômage, sur une partie des immigrés dans la société française, sur la juste rétribution entre le salaire d'un côté et l'assistanat de l'autre. Nous avons des Français qui sont en tension, qui vont regarder leur situation individuelle et qui vont plutôt être, à l'heure actuelle, sur les positions de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on est persuadé qu'avec un débat qui amène à penser, va amener les Français au final à porter le même jugement dans quelques semaines que le jugement qui est porté aujourd'hui, on ne peut pas le garantir à 100%. Ils ne sont pas si cons, les Français, Ils sont passionnés. On est dans un pays qui est un des pays le plus politiques, qui est un des plus critiques à l'égard du personnel politique, mais qui attend le plus du politique. Mathieu Madénian voudrait intervenir, Mathieu. Oui, en fait, moi, je suis content que Sarkozy revienne à droite. Au moins, maintenant, c'est clair. Ouais. La droite, c'est la droite. La gauche, c'est la droite. Le centre, c'est la droite. Et au moins, on sait où on va. Et je pense que Sarkozy sera meilleur quand il va faire de la droite que, tu vois, il va se lâcher. Là, il pourra dire les Arabes, les gays, tout ça. Et là, il va se lâcher. Donc voilà, au moins, c'est plus clair pour moi. Très belle lunette. Najat, moi, je trouve quand même que les médias sont très pro-Hollande. Alors, c'est une chance pour vous, vous me direz. C'est-à-dire que Sarkozy, dès qu'il fait un truc, tout le monde lui tombe dessus. Hollande, il déclare au journal anglais Le Guardian, il n'y a plus de communistes en France. Bon, il y en a quand même quelques-uns, des communistes quand même. Enfin, voilà. Najat est embarrassée, là. Non, mais surtout... Attendez, non, c'est la suite. Quand on lit l'article, il dit « La gauche a gouverné pendant 15 ans, durant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. » C'est bien, ça. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tous les cas, il se contredit. Absolument pas. Alors, j'attends votre explication. Non, mais d'abord, une clarification. Une clarification. Quand il dit « mon ennemi, mon adversaire, c'est la finance Oui. », il ne parle pas de la finance dans l'absolu, il parle de la finance spéculative. Quand il va à Londres pour dire aux traders « vous n'avez pas de souci à vous faire », Non, mais il n'a jamais dit ça, enfin, c'est de la caricature, Thierry Ardisson, c'est une plaisanterie. On a transformé ce propos, on lui a donné un sens et une importance extraordinaire. Là, vous faites Non, bien non, le non, job. mais vraiment, je suis désolée, mais je me demande ce que les Français comprennent à ce que vous venez de dire, là. C'est bien, mais On pourrait dire autrement, parce que bon, là, vous faites le boulot très très bien, mais c'est quand même le boulot, ça se voit. Mais on pourrait dire autrement, et moi, ça, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que pour la première fois depuis la création de la SFI en 1905, le Parti socialiste est devenu un vrai parti social-démocrate. Oui. Mais c'est ça qui est important. C'est la première fois que le virage est vraiment accompli, donc Voilà. on peut dire ça comme ça. Bien, on continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Pauvre Nicolas, des fois, il est vraiment trop naïf. Par exemple, pour prouver qu'il était plus honnête que ses prédécesseurs, il a imposé la transparence sur le budget de l'Élysée. Résultat, quand il s'est augmenté de 170%, toute la France était au courant. Désormais, le président a le même salaire que le Premier ministre, ce qui ne représente pas grand-chose sur les 113 millions d'euros que l'Élysée dépense chaque année. N'empêche, puisqu'avec la crise, tous les Français doivent se serrer la ceinture, est-ce que le président ne devrait pas montrer l'exemple en baissant son salaire? T'es trop VIP! En tout cas, c'est ce que propose François Hollande. Je réduirai de 30% les indemnités du président et les membres du gouvernement. Moins 30% si vous votez à gauche. C'est bien gentil, mais pour redresser les comptes d'une entreprise, il ne suffit pas de baisser le salaire du patron. Il faut aussi réduire les effectifs. Le député PS René Dosière, spécialiste de la question, a fait ses calculs. Il y a surtout, je crois, un train de vie historiquement monarchique. En réduisant le gouvernement à seulement 15 ministres au lieu d'une trentaine, on économiserait 1 milliard sur 5 ans. Faut dire que c'est pas donné un ministre. Selon Dosière, ça coûte 17 millions par an. Et sur ces 17 millions de budget, un tiers est généralement consacré à la communication. Quand on sait que Coca-Cola ne dépense que 10% de son chiffre d'affaires pour faire sa pub, est-ce que les ministres ont vraiment besoin de claquer autant d'argent pour faire parler d'eux? Stop au virus de la com. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé dans les médias du livre de René Dosière, L'argent de l'État, publié au Seuil. On apprend effectivement dans ce bouquin qu'un ministre coûte 17 millions d'euros par an. C'est-à-dire que Nadine Morano vaut 17 millions d'euros par an. C'est cher le tweet quand même, hein. Bon, réduire le salaire des ministres, moi je veux bien, mais ça n'a pas grand Non, sens. pas Quand vous regardez les budgets de l'État, c'est complètement ridicule. Ça, franchement, c'est démagogue. Quand on lit ce bouquin, ça fout les boules. Selon René Dosière, les déplacements de Sarkozy, c'est-à-dire quand même 70 par an, coûtent jusqu'à 600 000 euros chacun, dont 450 000 pour la sécurité. C'est énorme. Mais il va où pour 600 000 euros? Je vais t'expliquer. En mars 2009, il prend un Airbus A319 pour aller à Saint-Quentin, 160 km par la route.
Et quand il arrive pour faire les 40 km qui restent, il prend un hélicoptère Super Puma. Je veux dire, c'est quand même des trucs... Ça vous semble peut-être poujadiste qu'on parle de ça, non? Oui, absolument un peu, pas. Ouais. Ah non, pas moi, non, non, je suis désolé. Non, c'est pas moi. Moi, je suis Fillon qui va, Fillon qui va en Falcon dans la Sarthe, alors qu'en TGV, c'est 1h20. Fastoche. Quoi, fastoche? Non, c'est des magots. Non, mais alors, à l'Élysée, tous les jours, on dépense pour les frais de bouche 12 000 €. Ça vous choque ou pas? 12 000 €. Non, ça me choque pas. Ça vous choque pas, non, d'accord. Quand vous voyez les dîners de l'Élysée, c'est pas... Vous ne pouvez pas recevoir mal les chefs d'État. 12 000 € par jour, oui. 280 000 € de fleurs à l'Élysée. 280 000 €. On peut s'en passer. Bon. Oui, il prend des trucs en plastique. Mais quand vous Non, recevez un chef d'État étranger, enfin, moi, j'aimerais bien savoir comment... attendez. Les boissons à l'Élysée, 1 million d'euros par an. Oui, alors que Sarkozy ne hein. boit pas de vin. Non, en plus, vous voyez, c'est pas lui. Non, mais d'accord, mais bon, moi, ça me choque qu'il y ait 1000 employés à l'Élysée, 44 chauffeurs, 87 cuisiniers. Non, mais... Non, on peut peut-être faire mieux que ça. Non, mais c'est Louis XIV, là. Mais quand vous recevez des chefs d'État étrangers, moi, ça m'est arrivé d'être à l'Élysée avec Poutine, avec Hu Jintao, avec les grands présidents étrangers. Vous êtes... ça, j'y étais pas, cher ami. Kadhafi, il a été mal accueilli, ils l'ont foutu dans une tente quand il est venu. Et en plus, il n'était pas à l'Élysée, il était à Marigny. Vraiment mauvais. Jean-Daniel Lévy, est-ce que les gens, ça les choque, ça? Alors on est dans un regard qui est beaucoup moins critique à l'égard de l'utilisation de l'argent que ce qui pouvait exister au cours des années 90. Au cours des années 90, il y avait toujours un soupçon de corruption, de détournement des fonds publics, à des fins qui apparaissaient comme étant des fins personnelles. Là, on n'est plus véritablement dans ce type de perception, et il y a un regard qui est un regard assez distant. Ce qui a vraiment choqué, ça a été l'augmentation de salaire de Nicolas Sarkozy. Et c'est arrivé à un moment en plus où il y a eu le bouclier fiscal. Tout ceci, ça crée encore aujourd'hui une représentation et de ce qu'est Nicolas Sarkozy en tant que personne, et également du type de politique qui a été menée depuis un certain nombre de mois, à savoir une politique qui est jugée comme étant inégalitaire. Le mot de la fin. Ce que prouve le livre de René Dosière, c'est qu'il y a des marges de manœuvre pour réduire les dépenses de l'État, et que tous les efforts n'ont pas été faits ces dernières années, quel que soit l'effort de transparence. Et la deuxième chose, je pense que ça vous plaira, Luc Ferry, c'est Albert Schweitzer qui disait « L'exemple n'est pas le meilleur moyen pour gouverner les hommes, c'est le seul ». Wow. Et je pense que l'exemplarité en matière de politique est essentielle. Voilà. Bon, Luc Ferry, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous laisse filer. Nous sommes toujours en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Daniel Lévy, Mathieu Malénian. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Candice Cohen-Anine. Bonsoir. Alors, Candice, vous publiez aux éditions de l'Archipel un livre-témoignage intitulé « Rendez-moi ma fille », où vous racontez le drame que vous vivez avec un prince saoudien. C'est exactement « Jamais sans ma fille » bis. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Vous nous raconterez votre histoire à 20h, voilà. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Et on commence avec l'info de la semaine. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de la République. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire, dont le bateau sera en pleine tempête, dire « Ben non, je suis fatigué, je renonce. J'arrête. » Ben, j'en ai parlé avec Francesco Schettino. Il m'a convaincu de continuer. Et en cas de naufrage, il n'y aura pas de chaloupe pour tout le monde. L'officier de marine Claude Guéant laissera à bord les musulmans, les Roms et les Bulgares. Et l'officier Christian Van Est, les PD, les fiottes et les tarlouses. C'est pas du tout une droitisation, pas du tout. Mais nos compatriotes ne comprendraient pas qu'on ne sauve pas en priorité les passagers français. Immense tristesse chez tous les anciens combattants qui ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Hervé Morin, qui les avait accueillis sur la plage, qui les avait encouragés, aidés. Hervé Morin retire sa candidature à la présidence.
Déclaration de David Douillet. Avec Hollande, ce sera la mort du sport français. Ah oui, tout va disparaître. Le foot, le Tour de France, les 24 heures du Mans, Roland-Garros, tout ça, ce sera terminé. Il n'y aura plus de sport en France, il n'y aura plus rien. Les riches vont partir à l'étranger. On va s'éclairer à la bougie, écrire à la plume. Il y aura des voitures à cheval, des tickets de rationnement. Avec Hollande, c'est le retour de la famine, de la dysenterie, de la peste. Ça va être horrible. Le match de rugby France-Irlande annulé à la dernière minute à cause du froid. Oui, il a fait trop froid, beaucoup trop froid. Si on peut voir quelques photos de nos joueurs groggy dans les vestiaires. Le deuxième ligne, Alexandre Flancard, forcé de se réchauffer le sexe à l'aide d'un ballon. Même chose pour le demi d'ouverture Benjamin Dambiel. Alors, bon, oui, ce sont des grands gaillards, mais avec des peaux de bébé, après, ce sont des gerçures, des engelures, des crevasses. On ne peut pas prendre le risque. Si l'on peut voir une dernière photo des garçons qui ont quand même été sur le terrain, reconnaître la pelouse. Non, trop froid, beaucoup trop froid, trop froid. Jean-Pierre Raffarin offre son livre de souvenirs à Jacques Chirac. C'est dégueulasse. Offrir un livre de souvenirs à quelqu'un qui perd la mémoire. Et pourquoi pas offrir un tableau à Gilbert Montagnier. C'est dégueulasse. Marine Le Pen a été très affectée par le tollé provoqué par sa participation au bal de l'extrême droite autrichienne. Elle avait du vague à l'âme, nous dit-on. Oh, pardon, moi aussi j'ai plaisanté là-dessus. Pardon, Marine. On a tous des rêves de princesse. On peut vouloir valser avec des néo-nazis, danser avec des gens qui tiennent des propos antisémites, qui participent à des ratonnades. Pardon, Marine. On a tous des rêves de princesse. Mea culpa. Déclaration de Laurent Wauquiez sur iTélé. La prestation de Nicolas Sarkozy à la télévision nous oblige à une campagne intelligente. Oh putain, putain. Frédéric Lefebvre, Nora Béra, Christian Van Est et Nadine Morano ne vont pas y participer. Une pensée émue pour notre confrère Pierre Sled, qui quitte définitivement la direction des programmes de France 3. Nommé par Nicolas Sarkozy, Pierre laisse une trace indélébile dans l'histoire de la chaîne. L'étoffe des champions avec Raymond Domenech. Vendredi sur un plateau avec Cyril Viguier. Surtout Midi en France avec le retour de l'immense Evelyne Thomas. Tout cela, c'est Pierre Sled. 3 bits d'audience historique. Le service public se souviendra longtemps de Pierre Sled. Salut, l'artiste. Le réalisateur Abel Ferrara a choisi Depardieu pour incarner DSK. Depardieu dans DSK, il va être génial. Ce qui serait top, c'est que Bertrand Blier écrive les dialogues. Vous imaginez la scène entre Depardieu et Dodo la Saumure? Alors on n'est pas bien là, mon Dodo? À l'hôtel Carlton, paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander, hein? On n'est pas bien? Vous imaginez la scène entre Depardieu et Piroska Nagy dans son bureau à Washington? Tu te rends compte que t'es dans les bras d'un ténor? Directeur du FMI, favori à la présidentielle, hein? Tu te rends compte? Tu les sens les coussins d'huile sous ton cul? À ce moment-là, Piroska résiste. Depardieu insiste. Écoute, ma greluche, il est 11h. Je vais pas paumer ma soirée à faire le guignol avec des boules au bout des bras. Comme de toute façon, ça va se terminer à l'horizontale, autant y aller tout de suite. Faut pas gaspiller. La vie est trop courte. Allez, à la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon qui le retrouverait ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Candice Rowe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 septembre 1977 à Paris.
Père homme d'affaires qui possède plusieurs salons de coiffure sur la Côte d'Azur. Gros bosseur. Il gagne bien sa vie. Normalement, ça va. Mère, femme au foyer. Exact. Vous êtes une bonne élève. Après le bac, vous faites capacité en droit à la Sorbonne, plus des petits boulots dans les salons de votre père, plus hôtesse dans des salons et des congrès. Des petits jobs, ouais. Voilà. Alors, vous ramassez un petit peu de blé. Ouais. Et à 19 ans, après un examen de première année réussi, vous partez à Londres en vacances avec une amie que vous êtes fait à la fac, Rebecca. Là, après un réveil vers 13h, vous faites du shopping l'après-midi et le soir, c'est London by Night. On est en vacances et on sort beaucoup. Oui. Toutes les boîtes branchées. Tout à fait. C'est là que vous rencontrez Saddam Al-Saoud, l'un des 4000 princes saoudiens membres de la famille royale. C'est exact. Il est très beau, hein? Oui. Grand, brun. Il a beaucoup de charisme. Un vrai prince charmant. C'est un vrai prince charmant. Vous dites pourquoi je ne vivrais pas un conte de fées, finalement. C'est ça. Alors, en plus, un vrai gentleman. Il vous offre des fleurs, il vous fait des cadeaux, il vous amène dans les plus beaux restaurants. Un soir, il y a un dîner dans son appartement de Hyde Park. Et quand les autres convives décident de partir en boîte, vous restez. Et c'est là que le charme a opéré Ouais. et j'ai succombé. Ouais. Le lendemain matin, vous essayez de vous raisonner. Et quand il vous appelle, vous lui dites je ne suis pas princesse et en plus, je suis juive. Ça fait beaucoup Ouais. à annoncer, mais il fallait le dire. C'est la réalité. Mais ça ne l'a pas découragé du tout. Non. Il vous dit moi aussi. Puisque ma grand-mère, en fait, n'est pas saoudienne. Et le vrai nom de ma grand-mère, c'est Samson. Et ce serait un secret de famille bien gardé. Voilà. Alors, dans les semaines suivantes, il rencontre vos parents et votre petit frère, Salomon. Ça s'est passé comment avec vos parents? Le même charme qu'il a opéré sur moi a opéré également sur toute ma famille. Donc, ça s'est bien passé. Mais il leur dit aussi à vos parents qu'il est juif, en fait. Exactement. Alors, il fait Shabbat, il essaye d'apprendre l'hébreu, enfin voilà, quoi. Un vrai prince charmant. Juif, en plus. En plus. Alors, Londres, Paris, Le Caire, vous voyagez beaucoup tous les deux. Il vous donne 4000 € par mois pour vos... En moyenne. Ouais. Bon, c'était il y a une bonne dizaine d'années, donc c'était beaucoup d'argent. Vous faites rien, en fait. Vous êtes une princesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Un jour, il vous explique assez tendrement qu'il voudrait un enfant, mais le jour où vous êtes enceinte, il vous demande d'avorter. Ouais, c'était très dur. Incompréhensible, surtout. Ouais. Alors là, vous avalez une boîte de Valium, un grand verre de vin. À ce moment-là, je veux mourir. Pour moi, c'est choquant. Ouais. C'est très choquant. Ouais. Alors en fait, vous ne mourrez pas, grâce à Dieu. Mais au réveil, vous avez mal au ventre. Et quand vous vous levez, vous avez du sang qui coule entre les jambes. Et vous découvrez avec horreur que Saddam vous a fait avorter pendant votre sommeil. Je me réveille. Il s'est passé une intervention dans un hôpital en Égypte, je ne sais même pas lequel, concrètement. Et donc, j'avais subi une IVG, ouais. Et le matin, je me réveille, je suis en sang. Je le vois, il me dit « T'inquiète pas, ça s'est bien passé, ma chérie, mais j'ai un avion, je dois repartir. » Donc c'est très violent. Là, je dis « C'est un monstre, c'est grave. » Je contacte ma famille, je rentre donc à Paris, et ma famille essaye de me raisonner. Ils me récupèrent dans un état tragique, je suis amaigrie et très triste surtout. Évidemment, vous ne voulez plus entendre parler de lui, mais c'est là où il est très fort, parce qu'à force d'attention, de cadeaux, il parvient à renouer avec vous. Oui. Et il convainc mes parents également, il demande pardon à ma famille. Il se montre quasiment irréprochable. Alors, il vous parle mariage, il vous invite à visiter son pays, l'Arabie Saoudite. Mais bon, il vous dit, comme tu t'appelles Cohen, il va falloir que tu trouves un autre nom. Et c'est là que vous prenez le nom de Hamid. Voilà. Alors voilà, donc après un agréable séjour dans le palais de la famille à Riyad, vous rentrez à Paris et disons... l'amour est retrouvé. C'est ça. Ouais. Quand vous êtes enceinte pour la deuxième fois, vous voulez avorter, mais cette fois, c'est lui qui veut garder l'enfant. Avec des arguments très trash, comme écoute, tu vas faire un meurtre. Ouais. Il a su avoir les mots. Encore une fois, c'est un grand manipulateur pour me convaincre et me... De garder l'enfant. Une petite fille. Mais oui, c'est vrai, vous dites, dès qu'il devient gentil, je fonds. Il est comme certains disent, un pervers narcissique, grand manipulateur, et il est très fort, très très fort.
quand il voit l'enfant, il l'embrasse et il dit « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète. Ouais. » Qui est la profession de foi des musulmans. Tout à fait. Donc là, vous comprenez qu'il n'est pas juif. Disons qu'au fond de moi, j'avais quand même un doute. Ouais. Mais là, c'est choquant. Ouais. C'est très, très, très malsain. Ouais. Mais à chaque fois, vous retombez dans les bras de votre prince. Il vous installe à Beyrouth. Alors, vous avez une suite pour vous et votre fille, une suite pour lui dans un palace 5 étoiles, une nourrice, un garde du corps, un Hummer et un chauffeur. Ouais. La vie de princesse. Sauf qu'un jour, il débarque avec un imam et 4 hommes et il vous fait signer un acte de mariage antidaté. En fait, on est en 2006 à l'époque et l'acte de mariage est de 2004. Là, ça commence. Alors là, bon, vous rompez, vous vous retrouvez et quelques temps plus tard, il vous annonce que sa famille veut qu'il épouse une cousine. Ouais, ils veulent absolument qu'il se marie, donc officiellement, avoir une première épouse. Et bien entendu, il faut qu'elle fasse partie de sa tribu. Et là, on est dans la famille royale, on est dans le vrai gratin. On parle de la fille du futur roi d'Arabie Saoudite, donc c'est conséquent. Vous saviez qu'ils étaient polygames en Arabie Saoudite? Bah oui, ouais. Là, j'en suis plus que témoin. J'ai décidé de ne pas accepter. Ouais. Donc, on s'est quittés. Alors, quand la guerre au Liban éclate, vous partez en Arabie Saoudite et là, vous découvrez... que la première épouse a donc été choisie officiellement. Et là, c'est un drame pour moi. C'est un drame. J'ai une trahison. Je pensais qu'on était quand même amis. Je pensais qu'on avait vécu quand même beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de sacrifices. Et c'est inacceptable. Ouais. Là, un soir, vous refusez de faire l'amour. Il vous gifle. Ouais. Votre tête va taper sur un montant du lit. Et ensuite, il vous viole. Ouais. À plusieurs reprises. Une fois, je me suis retrouvée donc, par terre en larmes. Et sa mère vient dans la chambre en hurlant, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça, pour qui tu te prends? Tu dois assouvir tout ce qu'il te demande. » Donc, je suis sa chose, clairement. Alors, vous arrivez à rentrer en France avec votre fille. À ce moment-là, vous essayez de le joindre, lui. Et on vous dit il est en lune de miel avec son épouse, avec l'autre. Tout à fait. Finalement, j'étais prête psychologiquement à ça. Ouais. Donc, ça passe, mais pour ma fille, ça me fait de la peine. Alors, il vous demande de revenir, il vous envoie même un avion en France, il vous menace, rien n'y fait, et puis, comme d'habitude, il revient doucement. Il vous propose un séjour à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous refusez, et vous craquez le jour où votre fille vous dit « Maman, s'il te plaît, dis oui ». Et là, ça vous fait craquer. Oui, je craque. Ouais. Oui, je craque. Maman, s'il te plaît, viens, on y va. Ouais. Et lui, il me dit, écoute, mes grands-parents sont en train de mourir, s'il te plaît, fais un effort. C'est juste quelques jours, c'est rien. Je lui dis, bon, écoute, pourquoi pas, après tout. Alors là, quand vous arrivez à Riyad, vous êtes enfermé dans une pièce minuscule, éloignée du palais des Saouds. Là, c'est la descente aux enfers, elle est maintenant. Ouais. Et elle est devant mes yeux, et c'est insoutenable. C'est-à-dire, en fait, vous êtes prisonnière, quoi. Moi, je suis prisonnière et ma fille, je ne sais pas où elle est. Ouais. C'est insoutenable. En plus, il vous donne une serviette et rien d'autre pour vous laver, ce qui est une façon de vous humilier, en fait, parce que... C'est plus qu'une humiliation. On me jette dans une pièce violemment, on m'enferme à clé, j'ai pas de quoi me laver, j'ai rien. J'ai même pas de la nourriture, à part de la nourriture avariée. J'ai pas d'eau potable, j'ai de l'eau, vous savez, du robinet. Ouais. C'est totalement inconsommable en Arabie Saoudite. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Alors, vous vous approchez de la grille du jardin pour essayer d'apercevoir votre fille. Un jour, vous la voyez et elle vous dit « Maman, je croyais que tu étais partie. » Parce qu'en fait, ils ont dû lui raconter que vous étiez partie, non? Ouais, je pense. Ouais. Alors, elle est maltraitée aussi, votre fille, hein? Elle est maltraitée parce qu'elle va se rebeller, parce qu'elle a 6 ans et demi, et que durant l'année de ma séquestration, parce que j'ai été séquestrée pendant une année entière, elle va essayer de venir me voir dans ma cellule, de me jeter des dentifrices ou des choses comme ça. Donc dès qu'elle se fait choper par les gouvernantes ou les personnes qui sont en charge de la surveiller, elle se prend des gifles devant moi. Ouais. Et je peux rien faire. Alors le Quai d'Orsay finit par intervenir, donc l'ambassadeur aussi. Vous rentrez à Paris, mais sans votre fille. Malheureusement, non, sans ma fille, tout simplement. Pourquoi? J'ai été exfiltrée. J'avais un mandat d'amener sur la tête, parce que j'ai été accusée par la famille royale
d'être une musulmane convertie au judaïsme. Ouais, vous risquez la peine de mort. Hein. La peine de mort à la prison saoudienne, surtout. Alors, votre fille, vous ne l'avez pas vue depuis juin 2009. Ouais. Tous les jours, vous appelez la mère de Saddam Ouais. pour qu'elle vous passe votre fille. Parfois, ça marche et vous pouvez entendre sa voix. Ouais. Depuis 1 mois et demi, j'ai plus aucune nouvelle de ma fille. Ouais. Je ne sais même pas si elle est vivante ou elle est morte. C'est une catastrophe. J'ai plus aucune nouvelle de mon enfant. Vous faites quoi, là, maintenant? Je travaille beaucoup pour payer tous les avocats qui travaillent avec nous. J'essaye de mobiliser un maximum de personnes, d'associations. Si même je récupère jamais ma fille, parce que, on ne sait pas. J'espère que mon histoire servira à d'autres petites filles qui, comme moi, étaient jeunes, insouciantes. Et il existe beaucoup de cas comme ça. Merci de votre témoignage. Merci Thierry. Et puis on vous souhaite de retrouver. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale et philosophe. Najat Vallaud-Belkacem, merci, porte-parole de François Hollande, adjointe au maire de Lyon. Mathieu Madénian, sur scène au théâtre Trévise avec son one-man show, et puis chez Drucker. Jean-Daniel Lévy, d'Aris Interactive, merci d'avoir été avec nous. Et Candice Cohen-Aline pour Rendez-moi ma fille aux éditions de l'Archipel. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.